On va parler de la police municipale de Paris avec son directeur Michel Felquet. Merci d'être avec nous. Bonjour commissaire. Bonjour. Alors vous avez occupé d'importantes fonctions au sein de la police nationale, on en parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui vous êtes détaché pour diriger la police municipale de Paris. Nous sommes vraiment là au cœur du continuum de sécurité avec les polices municipales qui prennent de l'ampleur et qui ont gagné d'ailleurs en autorité. Vous publiez un livre, La police municipale à Paris, qui est préfacé par Anne Hidalgo. Vous l'avez écrit avec Julien Volikoff, qui est juriste. Et dans ce livre, vous abordez le cas d'école de la ville de Paris. Est-ce un exemple à suivre? Alors d'ailleurs, aujourd'hui, combien y a-t-il de policiers municipaux à Paris? Il y en a à peu près 3600 et nous continuons à recruter beaucoup parce que Paris le vaut bien, j'allais le dire. Paris est une ville dense et qui a besoin de tranquillité. Pas d'armement pour l'instant? Pas d'armement pour l'instant, c'est une décision qui appartient au maire de Paris, à la maire de Paris. Et donc, voilà, nous avons néanmoins, évidemment, un bâton de défense qu'on appelle tonfa et puis du gaz lacrymogène. Un exemple à suivre pour répondre à votre question, en fait, c'est une police de proximité. Et cette police de proximité, comme on l'explique dans notre livre, elle date, on peut remonter au Moyen-Âge avec le guet qui était composé de volontaires en 1254, le guet de Paris ensuite, c'était des nobles ou des bourgeois qui patrouillaient dans les rues. Et petit à petit, cette proximité avec les problèmes aussi, avec les gens, avec les problèmes, au fur et à mesure du temps, on a connu les sergents de ville, puis après les gardiens de la paix, vous voyez, gardiens de la paix. Oui, bien sûr. Et puis petit à petit, on a continué à voir qu'il fallait que ces sergents de ville, par exemple, habitent les îlots où ils travaillaient, que les gardiens de la paix soient en vélo, c'était lors de l'exposition universelle de 1900. Puis on a parlé d'hirondelles, qui s'occupaient aussi de circulation. Bref, avec Jean-Pierre Chevènement, la police de quartier dans Paris, la police de proximité, nous on est un peu sur ces pas-là. On estime qu'il faut que le public parisien, et là c'est pas seulement les Parisiens, c'est tous ceux qui viennent travailler tous les jours, voient du bleu et rencontrent du bleu marine. Et c'est pour ça qu'on est essentiellement à pied ou en vélo, et le moins possible en voiture. C'est ça, donc c'est surtout de la prévention, de l'observation, la présence qui fait que peut-être on peut éviter parfois le pire. Alors, pas seulement. Alors, c'est ce que je dis souvent. Oui, de la présence, de la visibilité, mais on ne se contente pas de sourire et de serrer la main. On fait quand même, et là je voyais les statistiques de l'année 2024, 1 290 000 PV ont été établis pour tout un tas de motifs. Alors, on s'occupe de la salubrité, les dépôts, le bruit beaucoup, les terrasses de café, mais également tout l'aspect routier. La circulation dans les pistes cyclables, le stationnement gênant sur les trottoirs. Bref, on a de quoi faire à Paris. Et comment expliquer cette montée en puissance assez extraordinaire de la police municipale? Là, on est au cœur du continuum. Oui. Comment ça se fait? Comment en est-on arrivé là? Il y avait un vide. Petit à petit, alors avec les attentats, avec les gilets jaunes, la maire de Paris explique qu'elle a évolué aussi sur le plan de sa position, puisque je rappelle que Jacques Chirac, lui, était contre la création d'une police municipale, et que c'est après... il y a eu petit à petit des vœux qui ont été déposés au Conseil de Paris pour la création. Et donc, on l'explique parce qu'il y a un besoin sur l'espace public qui est quand même très dérégulé, comme on dit, d'être présent. Les gens sont stressés, les gens courent partout. Il faut apaiser, il faut tranquilliser, on est là pour ça. Et c'est pour ça qu'aussi dans ce continuum, on est sur notre couloir, mais qu'on n'exerce pas non plus les missions de la police nationale. C'est ça, on en parlera d'ailleurs, comment se complètent les missions. Mais est-ce que ce statut vous satisfait aujourd'hui? Parce qu'à une époque, on a eu des manifestations, des policiers municipaux qui estimaient qu'il n'y avait pas assez de moyens. Aujourd'hui, c'est quoi? À Paris, on a les moyens. À Paris, on va recruter. Notre objectif, c'est 5000 policiers municipaux. On a maintenant des cinémomètres pour mesurer la vitesse. On a des sonomètres pour mesurer le bruit. On a de quoi faire. Et on comble justement cet espace qui était autrefois occupé par les îlotiers. J'ai été commissaire du 15e, j'avais des îlotiers. Maintenant, les îlotiers ont disparu, mais je pense qu'il faut humaniser la ville. Et c'est ce qu'on fait. Le statut est suffisant aujourd'hui en termes de salaire, en termes de reconnaissance?
Alors, le Beauvau des polices municipales va reprendre, le ministre l'a annoncé. Oui, je pense que il faut améliorer le statut des policiers municipaux, notamment dans les grades. Il faut 3 grades par catégorie. Il faut également une retraite plus conséquente parce que ils se sont donnés pendant toute leur carrière. Ils font un métier qui est difficile, les policiers municipaux, et je me fais là leur porte-parole, alors que moi je suis encore policier national, mais au sein même d'une association, la NCTS, je fais un travail pour aider la police municipale et je pense qu'il faut améliorer leur statut. Donc vous avez gardé votre statut de policier national, bien entendu, et les avantages. Hein. Mais comment vous perçoivent aujourd'hui vos collègues de la police nationale? Ils considèrent toujours la police municipale comme secondaire ou vraiment élément vraiment intégrant du continuum? C'est une bonne question parce que quand je suis arrivé et quand j'ai fait les premiers pas pour créer cette police municipale, puisque je l'ai créée, eh bien, la police municipale était vue comme une police de bas étage et même encore quelquefois en province. Moi, je pense qu'à Paris, on a prouvé, et notamment, on en reparlera grâce aux Jeux Olympiques, que la police municipale tenait sa place et qu'elle pouvait être complémentaire à la police nationale. Mais justement, est-ce qu'elle est respectée comme elle doit l'être ou est-ce qu'elle est encore considérée comme secondaire? Elle est respectée. Elle est respectée parce que aussi, étant sur l'espace public, on a ce face-à-face avec le Parisien ou avec les personnes et on ne peut pas tricher non plus. Hein. Et puis on ne se retranche pas derrière voilà, une autorité spéciale. Nous sommes des policiers, nous assumons notre position, mais en même temps, nous sommes ouverts au dialogue. C'est un peu ça. Nous sommes dans le dialogue et en même temps la fermeté. Je comprends. Quand on se fait arrêter par un policier national, parce qu'on est passé à l'orange, voire au rouge, on a vraiment peur. Quand on se fait arrêter par un policier municipal, on se dit « Ah, c'est peut-être moins On va expliquer les choses. Mais évidemment, si c'est de l'orange mûr et que c'était vraiment quasiment du rouge, on ne va pas hésiter à mettre le procès verbal. Mais si il y a... On peut discuter. On peut discuter, effectivement. On est là pour entendre les choses. Pour éviter les violences, vous dites que la prévention est très importante. Ça, c'est le plus de la police municipale. C'est-à-dire que vous êtes à l'écoute, vous êtes bienveillant, disons-le. Oui, c'est ça. On laboure l'espace public, comme je le dis souvent. On a des policiers municipaux, mais on a également des médiateurs qui ne sont pas des policiers municipaux, qui sont habillés en bordeaux et qui, eux, sont en contact avec les jeunes aux sorties du collège ou du lycée et qui sont là pour apaiser et éviter les rixes. Parce que, quand même, je le rappelle, il y a eu 2 décès au dernier semestre. Il faut qu'on puisse prévenir notamment le port du couteau, parce que c'est souvent par couteau. Ouais. Alors justement, vous touchez un point important, c'est que j'entends dire que la police municipale, parfois, est mieux formée que certains policiers nationaux. C'est-à-dire que vous avez plus d'heures de formation? Oui. C'est important parce que vous-même, vous avez été policier national, donc vous pouvez faire le comparatif. Oui. Pour nous, c'est un peu la contrepartie au non-port d'armes létales. Moi, je considère que les agents policiers municipaux doivent être bien dans leur tête et dans leur corps. Et donc, ils ont à peu près 2 heures par semaine chacun d'entraînement physique sur des tatamis, avec des moniteurs tout à fait agréés. Et on débriefe les situations un peu chaudes. Et puis on a créé une école des métiers de la sécurité à Paris. Ça, c'est l'exception parisienne, hein, parce que les autres policiers municipaux se forment dans le CNFPT. Nous, on a notre école qui est basée dans les anciens locaux de Charlie Hebdo, rue Nicolas Appert. Voilà, dans ce lieu qui est symbolique, qui a connu un acte terroriste, on en fait un lieu de formation pour la tranquillité. Voyez. Vous l'apprenez, ça, effectivement. Alors, l'autorité, on dit souvent qu'en France, on a un déficit d'autorité. Dans les écoles, bien sûr, les professeurs ont du mal, mais aussi sur la voie publique. La police, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, elle a suffisamment d'autorité, qu'elle est crédible et respectée? Alors, la police municipale, moi je dis oui. Je dis oui parce qu'elle est tout le temps dans cette explication du pourquoi il y a une verbalisation, dans cette explication. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. On peut. Et puis, alors, dans une ville comme Paris, si vraiment on avait un problème, on appelle nos renforts et nos collègues de la police nationale. On n'est pas au niveau des Américains qui, lors des interceptions, qui là vont dans la brutalité, bien sûr. Non, bien sûr. Ça, on n'en est pas là. L'émission, la montée des périls, les risques et le narcotrafic, quel peut être l'apport aujourd'hui de la police municipale?
Par une présence visible sur le territoire parisien, moi je dis à mes collègues de la police nationale, on va dissuader la commission d'infraction. Parce que, évidemment, quand il y a des patrouilles à pied, eh bien, on constate dans ces secteurs-là qu'il y a une baisse des cambriolages, par exemple, ou que des actes, alors ça c'est difficilement constatable, mais des actes ne sont pas commis parce qu'on était là. C'est pour ça qu'on veut saturer l'espace et qu'on veut être présent. Bien sûr, mais vous qui avez été commissaire du 15e arrondissement, police nationale, vous avez dû voir les trafics de drogue, notamment à Grenelle. Oui. On en a beaucoup parlé. Oui. Aujourd'hui, c'est un acquis pour vous? Ça vous aide dans vos fonctions actuelles? Oui, parce qu'on sait bien qu'on peut avoir de l'information en étant sur le terrain. Hein, c'est un peu ce que je regrette du côté de la police nationale. Elle n'a plus de contact avec le terrain, ou moins qu'avant. Les enquêteurs, souvent, étaient sur le terrain et entendaient des choses. Nous, moi, je mets en place, là, à partir de février, avec notre élu, des référents de quartier, c'est-à-dire que ce sont des gens qui seront, avec un badge référent de quartier, au contact de la population dans leur quartier administratif, et il y en a 114, et qui, forcément, vont avoir du renseignement aussi. Et ces renseignements, ces informations, on va les passer à la police nationale. Hein. Oui. Voilà. Oui, mais avec la violence qui monte, certains délinquants n'hésitent pas à sortir une arme ou un couteau. Quelle peut être votre réaction? Eh ben, si on peut le désarmer parce qu'on est bien formé et qu'on a également une bombe lacrymogène, on va le désarmer, bien sûr. On arrête du reste tous les jours en flagrant délit des auteurs de délits. Mais sinon, on appellera nos collègues de la police nationale. Pas de taser? Non, pas de taser. Pas autorisé? Pas pour l'instant. Oui, d'accord. Et il faudrait, vous pensez, à terme avoir... Parce qu'il y a certaines villes écologistes, d'ailleurs, qui étaient hostiles à l'armement, qui y sont passées. Je pense à Bordeaux. Là, moi, je ne peux pas me prononcer. C'est vraiment une décision politique du maire de Paris. Nous, on constate que le rapport avec le citoyen, il est favorisé du fait aussi que nous n'ayons pas d'armes létales. On a créé des totems, c'est-à-dire des emplacements, des panneaux où il est indiqué que la police peut prendre contact avec... Enfin, ici, vous pouvez prendre contact avec la police municipale. Et souvent, je me suis dit, est-ce que si on avait mis des gardiens de la paix à cet endroit-là, est-ce que les gens seraient allés vers eux? Peut-être un peu moins. On voit bien que nous, dans notre posture, dans notre façon de faire, le contact est favorisé. Et j'y crois beaucoup sur ce dialogue. Voilà. Alors, on va parler de votre parcours parce qu'il est exemplaire et passionnant. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Le commissaire de tranquillité publique, ce qui rejoint bien sûr ce que vous venez de nous dire. Pour plus de tranquillité dans un espace urbain renouvelé, hein, je montre tous ces ouvrages qui sont riches d'enseignements. Donner sa vie au quotidien, pourquoi? C'est policier de la BAC? Oui, j'ai été chef de la BAC de nuit de Paris pendant 4 ans et j'ai vu combien ces agents, alors que les Parisiens dorment, eh bien, ces agents sont prêts à donner leur vie. Parce que là, pour le coup, la nuit, ça peut très vite partir en violence. Très vite, un véhicule signalé volé prend la fuite à 200 km/h sur Paris. Très vite, il faut prendre les dispositions pour pouvoir l'arrêter. Et j'ai été admiratif de ces policiers. Également un ouvrage sur les interventions de la police dans les zones de cités urbaines, très riche d'enseignements également, parce que là, vous avez travaillé au contact même des cités. Et on ne va pas revenir sur l'affaire Naël, mais c'est que ça reste aujourd'hui pour la police un cas d'école. Vous voyez, tous ces livres ont un fil rouge qui est comment faire accepter par la population le travail de policiers. Et comment faire en sorte que, par exemple, dans une cité, oui, on y va et on va prendre contact et même interpeller les auteurs d'infractions dans une cité, mais une fois qu'on est parti de cette cité, quelquefois on était confronté à des incendies de véhicules. Eh bien, comment, vis-à-vis de la population, vis-à-vis des jeunes qui étaient dans les halls, vis-à-vis des associations, on fait passer le message que nous, on est une police régalienne, police nationale, et qu'on doit être irréprochable, et qu'en même temps, il faut que la police admette, que les jeunes admettent qu'on est là pour assurer la tranquillité dans les cités. Et c'est ce que j'ai essayé de faire toute ma carrière. Et dans votre parcours, je rappelle, vous êtes un expert en criminologie, et puis commissaire de police à Rouen, banlieue parisienne, vous en avez parlé. Donc ça veut dire que vous avez une formation très complète, hein.
Oui, je suis passionné. Et même à la police municipale, je suis toujours passionné. Le métier de policier, c'est un peu le métier aussi de journaliste, d'être au contact des gens, d'essayer de s'intéresser aux gens et de régler leurs problèmes. Hein, on a quelquefois été, quand j'étais en banlieue, applaudi par des personnes parce qu'on leur avait changé la vie. Je me souviens d'un pharmacien qui avait un trafic de drogue sous son établissement. Il ne vendait plus rien parce que personne ne voulait entrer dans son établissement. On a réglé le problème. Bref, il est venu, quand je suis parti de ce poste, à Colombes, alors, en l'occurrence, il est venu me remercier. Ouais. Alors, vous avez dirigé la BAC, je le disais, la BAC de nuit pendant 4 ans à Paris, commissaire du 15e arrondissement de la capitale, donc c'est un énorme secteur. Vous avez d'ailleurs travaillé avec les CRS, les gendarmes. La BAC, ça fait penser à BAC Nord, Oui. si je ne me trompe, Marseille, on a Oui. vu le film, enfin ceux qui l'ont vu, c'est édifiant. Oui. C'est vraiment des violences, elles sont réelles, hein, on les a vues dans le film. Oui, c'est Qu'est-ce que vous avez vécu? Oui, c'est ça. Ce sont des violences qui partent très vite. Là encore, quelquefois sur des incompréhensions, mais également sur des trafics. Et donc, des trafics, ça rapporte. Alors, il faut pouvoir arriver en nombre. Il faut pouvoir stabiliser la situation, interpeller rapidement et s'en aller très vite aussi, malheureusement. Parce que il faut pas être sujet à provocation. Nous, on est là pour, et on apaiser. Le dit très clairement, apaiser, c'est-à-dire on interpelle les auteurs d'infractions et c'est tout. Et puis après, la justice va faire son travail et va régler les choses du côté de la justice. Et du coup, mais la coopération avec les CRS, les gendarmes, ça se passe comment? Eh ben, ça se passait très bien. Alors, c'était lors des opérations de maintien de l'ordre qu'on pouvait faire sur Paris. J'ai bien aimé aussi ce travail de maintien de l'ordre qui nous permettait aussi de bloquer une place, par exemple, pour éviter que des manifestants aillent près de l'Élysée ou ailleurs et casser tel ou tel édifice. En termes de liens justement hiérarchiques, donc vous dépendez du maire de la ville, oui. mais aussi du ministre de l'Intérieur. C'est facile à gérer? Oui, alors le ministre de l'Intérieur, parce que je suis policier national et que je le suis toujours, je suis commissaire général et je suis détaché à la ville de Paris. Le ministre de l'Intérieur, voilà, je n'ai pas trop de contact avec l'administration de l'Intérieur. Je suis maintenant, en fait, sous l'autorité de la maire de Paris, qui, avec son élu, Nicolas Dandemann, et on essaye de tenir cette police de proximité, je vous disais, pour le bien des Parisiens. Paris, c'est moins dur que la banlieue? C'est peut-être moins dur parce qu'il y a plus de policiers nationaux aussi. C'est la préfecture de police, créée en 1800, j'en parle dans mon livre. C'est un État dans l'État, souvent on dit, la préfecture de police. La banlieue, elle est quelquefois un peu moins pourvue en nombre d'agents. Et donc, la banlieue, et puis c'est plus abrasif. Les cités sont quelquefois très, très susceptibles et ça peut partir très rapidement. Il suffit d'une étincelle pour que ça explose. Et justement, pourquoi vous avez voulu travailler dans les banlieues dans les années 80? Volontairement, j'ai voulu, et notamment dans les banlieues difficiles, parce que j'aime bien me lancer des défis. Et le défi d'apaiser une ville, pour moi, et c'est pour ça que vous parliez là de mon livre sur le commissaire de tranquillité publique, déjà dans les années 90, puisqu'il date des années 90, je parlais de tranquillité. Pour moi, le concept de tranquillité est supérieur à celui de sécurité. La sécurité, c'est utiliser le code pénal et interpeller les auteurs d'infractions. La tranquillité est de travailler aussi avec les associations et de dire à chacun, vous êtes aussi responsable, et on en parle dans notre livre, nous coproduisons tous de la sécurité, de la tranquillité. L'association, la mairie, les gardiens d'immeubles, la RATP, on est tous engagés là-dedans. Et ce n'est pas seulement que fait la police, c'est tous. C'est ça. Et d'ailleurs, ce sont des polices, parce que vous avez vraiment vous avez eu des missions très larges. Je vois que vous avez été aussi, et vous l'avez créé, la police ferroviaire. Oui. Police ferroviaire. Et on sait bien que c'est aussi abrasif. Bien c'est un secteur avec les violences dans les trains.
J'ai créé le service national de police ferroviaire, et dans les trains, c'était aussi ce souci. Il y a X trains sur la France tous les jours, et même j'ai travaillé dans les trains internationaux. Eh bien, comment faire en sorte d'être dans le bon train pour empêcher la commission de telle ou telle infraction? Et ça m'a aussi passionné de voir avec les outils statistiques aussi comment on pouvait faire pour prévenir en fait la commission d'infraction. C'est-à-dire qu'il y a un système d'information interne à la SNCF, c'est ça? Il y a des caméras qui permettent de repérer des profils dangereux. Alors, on travaillait avec la SNCF, on n'était pas la police de la surveillance générale de la SNCF, mais on travaillait aussi avec tous les commissariats et gendarmeries qui reçoivent des plaintes. La personne dans telle ou telle ville, elle porte plainte parce qu'elle s'est fait voler son sac dans tel train, à telle heure, dans telle voiture. Eh bien, nous, on va faire en sorte, avec tout un travail de fond, d'être présent le lendemain, surtout si on a un signalement, dans ce véhicule-là, dans cette voiture-là, SNCF, à telle heure, dans le même train, pour essayer d'avoir le voleur, bien sûr. Là, vous étiez au sein de la police de l'air et des frontières, oui, c'est ça, la PAF, c'est ça. Exactement, j'étais policier. On se compare aux polices étrangères quand on est dans la police nationale française? Oui, je suis allé en Espagne, au Portugal, en Allemagne, où j'ai travaillé pendant 4 ans à l'ambassade de France, et je pense qu'ils ont des choses à nous apporter, justement, sur ce contact avec la population. Là, moi, quand je suis allé à Lisbonne, par exemple, j'ai rencontré des policiers qui étaient depuis 15 ans sur le même quartier. Ils connaissaient tout le monde. Et ils connaissaient les adolescents maintenant, mais qu'ils ont connus tout petits. Ils les suivaient. Ils étaient là pour les sorties d'école. Ils étaient là pour sécuriser tel édifice. Bref, on veut maintenant créer à Paris ce lien particulier dans un quartier particulier. C'est pour ça qu'on donne des référents de quartier. On va essayer de les fidéliser. Il faut donc de la constance, il ne faut pas changer tout le temps les équipes. J'aimerais terminer cet entretien, commissaire Felquet, par votre regard sur le continuum. On est sur la bonne voie, il faut le reconnaître, mais est-ce qu'on peut encore aller plus loin? Oui, on peut aller plus loin parce qu'il y a... vous voyez, le continuum, ce n'est pas seulement la police municipale et la police nationale, c'est aussi les agents privés. Et les agents privés, moi, je leur tire quelquefois mon chapeau parce qu'ils sont pas très, très bien payés. Et c'est pour ça que, par exemple, pour les Jeux Olympiques, on a voulu, pour ceux qui travaillaient avec la police municipale, leur donner des formations pour la posture qu'on voulait d'eux, pour leur rappeler les palpations, pour leur rappeler comment il fallait agir sur l'espace public. Et j'ai des bons liens avec les entreprises de sécurité qui travaillent avec nous. Et c'est ça le continuum, vous voyez. Parce que l'Allemagne est souvent citée en exemple, ils ont un vrai continuum. L'Espagne aussi, on a longtemps cité. Ça vous inspire, Oui, la police du Land, avec la police de Berlin, avec qui j'ai travaillé. Oui, c'est une police de contact aussi. Et la police, je suis allé à Valence en Espagne également. On a des choses à tirer d'eux, bien sûr. On veut éviter cette arrogance française, parce que souvent on est vu par les pays internationaux comme étant un peu fiers de nous. Non, moi je leur dis, on peut tirer des bonnes choses de vos... Voilà. Enfin, quand même, la délinquance, la violence, l'insécurité monte en France, il faut le reconnaître, les chiffres sont là. Quand va-t-on être capable d'aller en arrière et de remettre un peu d'ordre? Est-ce que vous avez, vous, déjà des prévisions? Moi, je pense qu'il faut humaniser tout ça et que la présence humaine est excessivement importante. C'est ce qu'on fait sur Paris. C'est pour ça que je dis qu'il faut aussi que la police nationale retrouve aussi le territoire. Parce que ce n'est pas par des caméras qu'on pourra régler les choses. Oui, on pourra interpeller des auteurs avec des systèmes plus tard d'intelligence artificielle, la reconnaissance faciale, ce genre de choses, mais pas plus. Voilà, et je pense que les Jeux Olympiques aussi ont beaucoup apporté. Vous étiez le responsable en charge de toute la sécurité autour des JO, succès total. Ça, vous avez gagné vos lettres de noblesse, et vos galons, si l'on peut dire. Oui, de la police municipale, mais bien sûr. Et tout ça en lien avec la police nationale. On a donné près de 2000 agents pour la cérémonie d'ouverture et cette journée qui était une grosse journée aussi avec le parcours de la flamme. On a vu qu'on pouvait travailler très bien ensemble. Maintenant, c'est acquis. Et puis, un super projet collectif aussi au sein de ma direction où tout le monde était engagé. Avec le recul, vous seriez prêt à reconnaître qu'on a quand même tremblé avant, qu'on avait des craintes?
Oui, mais moi j'étais confiant parce que je sais que la police, on se prépare longtemps à l'avance. On avait tout un tas de plans et on avait tout un tas de réunions et on avait mis on essayait évidemment, on ne pouvait pas avoir le risque zéro, mais on essayait en tout cas au maximum de sécuriser les choses. Je le rappelle, commissaire Felquet, la police municipale à Paris, c'est donc votre dernier ouvrage. Merci infiniment d'être venu sur Agnew Sécurité et bonne chance pour la police municipale pour la suite.